peut y aller. C'est bon, donc juste histoire d'ouvrir l'enregistrement. Donc, on accueille Jonathan aujourd'hui qui va nous parler des liens entre planification démocratique de l'économie et les algorithmes et le big data essentiellement, de ce que je comprends. Donc, je te laisse la parole, Jonathan. Donc, super. Donc, je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter des idées qui m'ont traversé l'esprit depuis les 2 dernières années avec une étude un peu plus poussée sur les enjeux, les implications du déploiement des systèmes d'intelligence artificielle ou de ce qu'on appelle un peu aussi différentes technologies de deep learning, d'apprentissage profond, d'apprentissage machine, qui se combinent à une extraction massive de données personnelles, qui permet en fait de décupler la puissance de prédiction et d'opérer disons, une grande diversité d'outils, de mécanismes qui sont implantés dans les entreprises pour faire différentes choses. Donc, je suis en train actuellement de coécrire un livre avec mon collègue Jonathan Martineau à propos du capitalisme algorithmique. Donc, il essaie de faire une théorie générale de ce système. Et vers la fin de ce livre, on fait aussi une forme de cartographie des résistances à l'ère du capitalisme algorithmique, puis voir est-ce qu'on pourrait utiliser ou non les algorithmes comme un outil, comme un levier pour assurer peut-être une transition vers un système économique démocratique où la planification pourrait se combiner à différents algorithmes et être orientée non pas vers la maximisation des profits, mais vers la satisfaction des besoins humains. Donc, cette réflexion est encore très, très embryonnaire. Je vais vous partager en fait le lien d'un texte que je n'ai pas complété encore, mais qui me restait la dernière section sur la dimension écologique et la conclusion à écrire, mais je vais vous le mettre dans le chat directement et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais essayer de ne pas lire mon texte directement, plutôt de reprendre différentes idées. Et puis, vous pourrez apporter des commentaires de vive voix ou dans le texte directement après. Donc, pour commencer, le titre s'intitule « La planification algorithmique et démocratie économique ». Et comme ce que je viens de dire ici, c'est que nous vivons à l'ère de ce qu'on appelle le big data, qui sont les données massives, donc vraiment avec une production, une collecte de données personnelles à grande échelle par différents appareils, téléphones intelligents, ordinateurs et de plus en plus dans différents capteurs qui sont présents dans l'espace physique qui permettent d'entraîner différents algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning par la suite, qui est une sous-catégorie de ce type d'algorithme qui permet de prédire des comportements, d'effectuer une diversité de tâches, de fonctions qui peuvent servir à optimiser des systèmes, tant dans la production industrielle, dans la publicité ciblée, dans la coordination de comportements, dans des systèmes de décision automatisés, dans le système judiciaire, administratif, politique ou autre. Donc, c'est vraiment une grande révolution technologique et je crois que la gauche, en fait, même s'il y a de plus en plus d'écrits qui sont faits par des gens influencés par des théories critiques, par l'économie politique critique de Marx et autres, il y a vraiment tout un courant, d'après moi, qui mériterait d'être développé, surtout en langue française, sur les implications de l'IA et des différents algorithmes, sur la transformation du système économique capitaliste, mais aussi sur des possibilités d'émancipation. Donc, un des ouvrages, en fait, que vous connaissez sans doute, qui s'appelle The People's Republic of Walmart, qui a été coécrit par Leigh Phillips et Michael Rosowski, pardon. Donc, ce livre-là fait la thèse, en fait, que la planification algorithmique existe déjà au sein d'entreprises capitalistes, comme Amazon, Walmart, et ça permet en quelque sorte de montrer que le capitalisme est déjà en train, en quelque sorte, de créer. On a tous perdu? C'est juste moi? OK. Ouais. C'est notre conférencier. On prendrait un screenshot comme ça, là, il a l'air très dans son élément. Je vais mettre l'enregistrement sur pause. Que ça convient, juste super, parfait. Donc, c'est reparti. Donc oui, donc c'est ça. Désolé pour ce petit problème de connexion Internet. Je ne sais pas si c'est parce que les GAFAM ont entendu ce que je suis en train de dire. Ils voulaient me couper pendant que je faisais la critique du capitalisme algorithmique ici. Donc, je vais essayer de reprendre mon fil d'idées
avec l'idée, en fait, que certains auteurs de gauche disent qu'on pourrait éventuellement se réapproprier les technologies algorithmiques et les nouveaux systèmes de planification automatisée qui sont déjà présents dans les grandes entreprises capitalistes pour les faire fonctionner en vue peut-être d'un autre système économique qui serait non pas orienté vers la maximisation des profits, mais vers la satisfaction des besoins humains. Et là, je vous avais entre autres donné à lire le texte de Cédric Durand et Razmig Kecheyan dans Actuel Marx, qui a été publié sur Planifier à l'ère des algorithmes, où ils disent en fait que cette idée-là non plus n'est pas entièrement nouvelle. Déjà dans les années 50 et 60, il y avait des économistes, des informaticiens de l'Union soviétique qui visaient à développer des formes de management économique automatique ou de planification optimale. Et il y a même aussi un projet qui s'appelle CyberSyn, donc qui avait été abordé, élaboré au début du mandat du gouvernement Allende en 1970 et qui a avorté en quelque sorte aussi avec ce qui s'est produit avec le coup d'État et ainsi de suite. Donc, on a pu eu la chance d'expérimenter à grande échelle ces systèmes de planification automatique. Et même, on pourrait peut-être se dire qu'à l'époque, compte tenu de la puissance de calcul des différents ordinateurs, peut-être que ça aurait échoué aussi, compte tenu que les conditions de développement technologique n'étaient pas aussi évoluées. Donc, c'est une idée ancienne, mais qui revient au goût du jour à l'heure actuelle, avec les développements assez fulgurants de l'intelligence artificielle depuis les 20 dernières années. Et il y a des gens qui disent peut-être qu'on pourrait actuellement reprendre possession des moyens de production, et dans ce cas-ci, des moyens de production algorithmiques, pour les faire fonctionner et pour construire une forme de socialisme qui ne serait pas obligé de passer par les mécanismes du marché ou le système prix. On pourrait peut-être reprendre au goût du jour une forme de planification, laquelle pourrait être centrale, voire décentralisée, qui pourrait combiner la démocratie avec différents algorithmes. Donc, ce que j'aimerais faire ici, c'est vous partager en fait une certaine analyse des enjeux qui se retrouvent dans cette réflexion sur la combinaison entre planification économique et algorithme, et éviter peut-être deux grands courants que je vais opposer ici de façon un peu schématique pour vous dire où je me situe dans cet aspect-là. D'une part, il y a le courant qu'on pourrait appeler le courant accélérationniste, que vous connaissez peut-être, qui est une approche qui est en fait qui est développée de plus en plus dans beaucoup de milieux à gauche et beaucoup aussi par des auteurs qui croient qu'on peut utiliser les algorithmes pour construire le socialisme. Donc, peut-être la vision la plus forte de ce courant, ou disons son expression la plus extrême, je dirais, ou caricaturale, se trouve dans Fully Automated Luxury Communism de Aaron Bastani, qui dit en fait qu'il faudrait se réapproprier les moyens de production numérique et algorithmique, on pourrait opérer le passage au socialisme. On combine ça avec un revenu de base universel et il n'y a pas de limite à ce qu'on peut produire. On pourra avoir une économie presque entièrement automatisée qui permettrait de créer une société de loisir où la gestion des ordures, des déchets, la production de ce qu'on a de besoin pour la vie quotidienne serait en quelque sorte déléguée à différents ordinateurs robots et on pourra avoir une vie créative faite de liberté. Et pour ce qui est de la question, par exemple, des limites écologiques, Aaron Bastani bête de brûlette en disant, certes, il y a épuisement des ressources naturelles, mais on pourrait peut-être extraire des minerais sur des astéroïdes. Donc, il développe cette idée dans son livre, ce qui fait penser peut-être, vous l'avez vu, le film Don't Look Up. Donc, on voit le riche milliardaire en disant, peut-être qu'il y a un grand astéroïde qui va frapper la Terre, mais avant qu'elle frappe la Terre, on pourrait essayer d'aller extraire des minerais qui valeraient très, très cher et qui seraient fortement utiles pour produire toute cette armature nécessaire pour produire l'intelligence artificielle, différents ordinateurs et autres choses. Donc, c'est un peu à la blague ici, mais je considère personnellement, c'est un peu ma critique rapide, que le courant accélérationniste, en fait, prenne la logique de Jeff Bezos, mais avec une casquette socialiste. Donc, c'est des gens qui sont dans le même imaginaire prométhéen de développement technologique infini. Ils croient que le capitalisme est un système qui est irrationnel, qui crée de l'exploitation, ne suffirait qu'enlever la propriété privée, l'anarchie du marché pour le remplacer par un système rationnel. On pourrait garder cette infrastructure industrielle, l'ensemble de ces développements technologiques et les faire fonctionner pour l'épanouissement humain en faisant abstraction des limites planétaires et aussi en ne prenant pas vraiment en considération l'aspect
démocratique de la chose. Donc ça, c'est une des premières choses que je voudrais éviter ici, mais mon texte ne porte pas vraiment sur la critique de ce courant-là. L'autre courant aussi que je voudrais peut-être critiquer, rejeter rapidement ici, c'est les approches qu'on pourrait appeler technosceptiques ou de façon peut-être plus forte, les courants technophobes qui rejettent d'emblée toute forme de développement high-tech technologique, l'intelligence artificielle. Éric Saadin, entre autres, en France, mais beaucoup de courants aussi rejettent ces développements de technologies algorithmiques, les courants anarcho-primitivistes, néoludites, anti-civilisationnels, et aussi certains courants de la décroissance, pas tout. Donc, qui se méfient, en fait, ils disent que ça ne sera pas du tout libérateur d'utiliser les algorithmes dans une société post-capitaliste. Il faudrait plutôt avoir une économie locale, presque entièrement fondée sur des low-tech, des formes de vie plus simples avec des systèmes de troc, d'échange, de coopératives, de monnaie locale complémentaire, mais on pourrait se passer de cette infrastructure technologique complexe qui a des impacts écologiques énormes et on pourrait faire autre chose par la suite. Donc, je crois que ce courant-là a quand même une critique intéressante et pertinente au niveau de la non-soutenabilité de la croissance infinie. C'est vrai aussi qu'il faudrait, disons, ne pas mettre tous nos œufs dans le panier des différents algorithmes et de la puissance des technologies pour construire le socialisme. Mais il y a quand même peut-être la possibilité d'évaluer quels seraient les usages des algorithmes qui pourraient être faits dans un système post-capitaliste, peut-être au cas par cas, en fonction de critères socio-éthiques, politiques. Donc, pour ne pas avoir une approche qui est mur à mur. Donc, pas une approche qui va embrasser complètement le développement technologique et qui ne va pas non plus le rejeter en bloc, mais qui va voir quels usages pourraient être faits de ces technologies dans un monde post-capitaliste. Et enfin, l'autre texte que je vous avais donné à lire, il y en avait deux de Evgeny Morozov. Je vais davantage me baser sur celui de Digital Socialism parce que je m'inspire un peu de son approche et essayer de voir en quoi est-ce que les algorithmes permettraient de réactualiser l'enjeu puis les différents débats autour du Socialist Calculation Debate. Donc, la question de la comptabilité socialiste, est-ce que c'est possible? Peut-être avec des algorithmes de surmonter les difficultés, les complexités liées à l'échange d'informations dans une économie planifiée et voir dans quelle mesure est-ce que les algorithmes peuvent être combinés soit avec la planification ou les marchés pour mieux faire fonctionner le tout. Après avoir passé sur ça de façon assez brève, je vais sauter, je ne vais pas lire tout mon texte parce que ça va être long un peu. Je vais essayer de montrer quels sont les principaux obstacles qui se présentent à un futur usage des algorithmes en prenant deux types d'arguments. Un argument démocratique en disant voici l'ensemble des pièges, des problèmes, des difficultés que fait poser l'usage des algorithmes du point de vue démocratique. Donc, voir que les deux ne vont pas, on pourrait dire, spontanément main dans la main. Et d'autre part aussi, il y a la question écologique. Donc, même si on était capable d'avoir un système de planification démocratique de l'économie qui serait efficace et viable avec une combinaison d'algorithmes et d'espaces de discussion démocratique, on serait encore confronté aux problèmes écologiques, au mur écologique. Et il faut envisager justement quelles sont les façons peut-être de surmonter ces difficultés ou peut-être de miser, ce que je vais proposer à la fin, un principe d'auto-limitation qui ferait en sorte qu'il faudrait que ce système éco-socialiste et démocratique ne repose pas entièrement sur l'infrastructure de l'intelligence artificielle et des algorithmes pour être capable de fonctionner, parce que ça ne serait pas viable du point de vue écologique. Il faudrait plutôt utiliser peut-être un usage très parcimonieux de ces technologies et de miser peut-être sur d'autres mécanismes de coordination des activités sociales et économiques. Donc, est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est assez clair? Super. Donc, pour commencer, le Socialist Calculation Debate, vous le connaissez peut-être, on avait déjà parlé, je pense, dans d'autres séances, qui opposait Friedrich Hayek et Ludwig von Mises à des socialistes inspirés de l'économie néoclassique. Il y avait le débat, est-ce qu'une économie planifiée peut disposer d'ensemble d'informations pour avoir une allocation efficiente des différentes ressources? Et là, il y avait des débats sur le fait, est-ce que le marché est intrinsèquement supérieur à l'économie planifiée? Et là, on voit réapparaître ce débat-là dans plusieurs écrits contemporains dans les 10 dernières années, entre autres. Et il y a un livre quand même assez intéressant qui est expliqué et critiqué par Morozov de Victor Meyer Schonberger et de Thomas Ramge, qui s'appelle Reinventing Capitalism in the Age of Big Data. Donc, ce livre, en fait, dit
on pourrait éventuellement surmonter peut-être le système prix jusqu'à un certain degré et même peut-être un système de concentration du pouvoir économique à partir des big data qui seraient capables en quelque sorte d'enrichir les marchés par une pluralité d'informations hétérogènes, qualitatives extrêmement fortes. Et peut-être même, on pourrait voir un éventuel dépassement du système capitaliste, mais qui ne serait pas vers une économie socialiste comme on peut le privilégier, mais plutôt par une forme de utopie où les individus pourraient faire des transactions horizontales, non plus uniquement basées sur des prix, mais sur par différentes informations riches qui seraient capables, en fait, de prendre des décisions éclairées et de se partager différentes informations qui sont capables de déborder largement, disons, les paramètres étroits des signaux prix. Et là, je me mets en dialogue ici avec l'argument épistémique qui a été élaboré par Benguy, entre autres, sur le fait que peut-être il faudrait privilégier la délibération démocratique au système des prix sur le marché, parce qu'il y a une pluralité d'externalités sociales et environnementales, une forme de complexité qui ne peut pas être traduite sous forme de signaux prix par différents acteurs sur le marché comme tel. Donc, il y aurait une forme de supériorité à la discussion démocratique. Et là, ces auteurs-là vont ajouter un autre élément dans la discussion en disant peut-être que les algorithmes aussi sont capables de transférer beaucoup de différentes données qui sont extrêmement riches, qui sont capables de prendre des décisions optimales, précises, qui répondent aux besoins, aux préférences des différents individus consommateurs, de mesurer, calculer leur impact sur le plan écologique et autres. On pourrait combiner ça avec le système prix ou s'en passer complètement. Donc, il y a vraiment tout, en fait, puis je n'ai pas le temps d'élaborer beaucoup sur ça, puis mon texte ne fait pas beaucoup. Je dirais que les enjeux au niveau épistémologique, puis la circulation de l'information, puis la connaissance, il faut dépasser peut-être la dichotomie entre planification et marché, ou sinon entre les signaux prix et la discussion démocratique. Il y aurait aussi la question des algorithmes qui permettent de complexifier cette discussion peut-être à 3 termes, parce que les algorithmes peuvent être combinés à la discussion démocratique, mais peuvent être aussi combinés à des systèmes de signaux prix, comme sur Amazon aussi, où quand vous achetez un bien, vous pouvez voir aussi des recommandations, vous pouvez voir ce que d'autres consommateurs ont acheté aussi. Vous pouvez avoir une pluralité d'informations, puis vous n'allez pas faire votre choix uniquement basé sur le prix, mais par d'autres informations complémentaires. Donc, il y a vraiment tout cet enjeu-là qui est mis en place. Et dans son texte, Evgeny Morozov revient un peu sur ça, revient sur les débats de Hayek. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont dire peut-être qu'on a une compréhension un peu trop étroite de ce que Hayek voulait dire. Hayek ne disait pas que les signaux prix vont tout régler, que c'est un bon moyen de véhiculer l'information. C'est plutôt, en fait, les signaux prix qui sont combinés à des formes de normes de compétition, à différents acteurs qui sont parties prenantes de différentes décisions économiques, qui vont certes interagir les uns avec les autres avec des signaux prix, mais avec une pluralité d'autres informations à côté. Et il va voir dans la compétition un certain mécanisme d'apprentissage, de découverte de différents savoir-faire qu'il va pouvoir appliquer par la suite dans le cadre de son entreprise. Donc, il va voir dans les signaux prix qui sont combinés à la compétition économique un système de non seulement de coordination d'activités économiques, mais aussi comme un processus cognitif, un processus d'apprentissage de savoir qui va nous permettre de prendre des décisions qui vont être beaucoup plus optimales que si il y avait, par exemple, un bureau central qui avait toutes les informations disponibles avec une vue à vol d'oiseau sur le système économique et qui était capable de calculer puis d'attribuer des ressources avec un ensemble d'informations abstraites. Donc, avec ces différents ingrédients ici, ce que Morozov propose et qui est très, très intéressant, c'est de dire peut-être la clé pour voir quelle est l'utilité des différents algorithmes, c'est de les considérer comme des systèmes de rétroaction. Donc, avoir des systèmes qui nous permettent d'entrer en interaction dynamique avec d'autres acteurs, de nous envoyer différentes informations pertinentes et qui nous permettraient de peut-être prendre des décisions plus éclairées en fonction des besoins, des préférences, des ressources disponibles et ainsi de suite. Mais ce que Morozov va proposer, c'est le fait de dire que on n'est pas obligé, au revoir Audrey, donc on n'est pas obligé de passer par le système de compétition. Peut-être qu'un système de coopération, de collaboration, qui fait usage d'algorithmes, entre autres, permet aussi d'être un processus d'apprentissage collectif qui nous permet d'avoir des informations, des savoir-faire, de se partager des idées puis de résoudre des problèmes ensemble. Donc, la recherche scientifique, par exemple, dans le monde universitaire, certes, il y a de la compétition qui est présente, mais il y a beaucoup de collaboration. Il y a des formes d'innovation ouvertes aussi,
On peut voir, par exemple, la production de logiciels libres, comme l'encyclopédie Wikipédia, qui n'est pas basée sur un principe de compétition, mais par un principe de co-construction, de collaboration, de production collaborative par les pairs aussi, qui est appelé par Yoshai Benkler, que vous connaissez peut-être aussi. Donc, il y a plein de systèmes de coordination sociale qui ne passent pas par la logique marchande ou par des signaux prix qui sont capables de faire ça, et on peut combiner les différents algorithmes, et c'est ce que Morozov va proposer, en fait. Les trois grandes pistes que lui pose, c'est de proposer, d'une part, la coopération, la solidarité comme une procédure de découverte, d'apprentissage, de résolution de problèmes, d'une part, qui peut faire, qui peut utiliser les différentes données et algorithmes pour ce faire. On peut donner, par exemple, vous l'avez peut-être déjà fait, vous avez envie de réparer quelque chose, vous ne savez pas comment faire, vous allez voir une vidéo YouTube et là, vous trouvez des gens qui ont été confrontés à la même difficulté que vous et vous pouvez vous partager les informations comme ça. Il y a, par exemple, une série de façons dont on pourrait associer, on pourrait faire des matchs entre des gens qui vivent des problèmes, des gens qui pourraient se proposer des solutions diverses, voir comment, justement, est-ce qu'on pourrait utiliser les algorithmes pour favoriser l'intelligence collective, puis essayer de favoriser la résolution de problèmes par des mécanismes qui ne passeraient pas sur les profits, les prix, le marché, mais par un principe d'entraide. Donc, les différents algorithmes pourraient être utilisés dans ce sens-là. Un autre aspect qui est proposé par Morozov, c'est l'idée qu'on pourrait utiliser peut-être essayer de concevoir, de faire du design de mécanismes non marchands. Donc, par exemple, des processus de production collaborative basés sur les pairs. Je ne vais pas beaucoup approfondir cet aspect-là parce que c'est un élément du texte que j'ai moins approfondi aussi, mais qui veut dire que, par exemple, on peut baser sur l'établissement de normes communes, de standards, de protocoles pour essayer de réduire la complexité d'un système, ou on peut peut-être utiliser une autre voie qui est le fait d'embrasser la complexité d'un système pour qu'il puisse être ajusté à une forme d'environnement externe qui est assez dynamique. Donc, ce qu'il va dire, il va utiliser un peu différentes recherches dans le champ de la cybernétique, entre autres, pour dire, mais qu'on pourrait peut-être envisager quand même l'utilisation de technologies algorithmiques pour favoriser une forme de rétroaction rapide, de coordination entre différents acteurs, qui ne soient pas obligés d'uniformiser les différentes pratiques sociales, qui soient capables de laisser une grande place à une autonomie individuelle et collective dans la résolution de problèmes, mais qui pourraient utiliser les algorithmes pour essayer de coordonner ces différents acteurs entre eux sans que ça passe nécessairement par la compétition. Et enfin, l'autre aspect qui met de l'avant, et c'est peut-être ça qui va nous intéresser ici pour le reste de la discussion, c'est la question de la planification automatisée. Donc ça, c'est un des autres usages qui peuvent être faits des algorithmes. Donc non seulement, disons, par le modèle peer-to-peer, donc par le modèle Wikipédia, qui est un des modèles qu'on peut utiliser des algorithmes et différentes données puis des outils numériques pour se coordonner entre nous. Il y a aussi la question de la planification démocratique, en fait, qui peut être démocratique ou non, qui peut être automatisée à différents niveaux, qui peut être plus ou moins centralisée ou décentralisée. Et ce que Morozov va dire, c'est que, comme tel, ce système de planification pourrait être utilisé à différents égards. Ce n'est pas le seul système qui existe, mais on pourrait l'envisager dans la construction d'une économie post-capitaliste. Et là, par la suite, vers la fin de son texte, il va essayer d'expliquer, entre autres, puis il va s'inspirer, en fait, d'un auteur que je ne connaissais pas du tout, que j'ai envie de lire, qui s'appelle Daniel Sayros, dans Information Technology and Socialist Construction. Il va dire, en fait, les nouvelles technologies numériques permettent en quelque sorte de dépasser le modèle de la planification centralisée et de miser plutôt sur un système qui ressemblerait ou qui serait inspiré du socialisme des guildes. Donc, un système de socialisme un peu plus décentralisé. Au lieu de miser sur un bureau central de planification, on prévoit différentes organisations de la société civile, des coops, des entreprises, des bureaux citoyens et autres, qui sont en quelque sorte différents organes perceptifs qui seraient capables de voir quels sont les problèmes sur le terrain, puis de s'échanger de l'information à plus grande échelle par la suite. Donc, il y aurait peut-être la possibilité de combiner ce genre de choses-là. Et là, il va donner comme exemple, on pourrait penser à un système comme avec un grand Apple Store ou un Google Play Store avec plein d'applications. Moi, comme consommateur, je pourrais dire, voici ce que j'ai besoin pour le prochain mois, la prochaine année. Je regarde quels sont les différents conseils ouvriers, les différentes entreprises qui produisent ça. Je peux aller voir sur ce grand catalogue général, acheter des choses directement sur cet espace-là. On pourrait combiner ça avec le revenu de base, avec des systèmes d'incitatifs
pour favoriser une forme de consommation plus sobre ou sinon favoriser des produits qui sont plus environnementalement friendly et autres. Donc, il donne un peu des exemples sur comment on pourrait utiliser différentes plateformes numériques, l'extraction de données personnelles, certes, mais qui pourraient être mieux encadrées, puis différents algorithmes pour mettre ensemble des gens qui pourraient produire des choses, des gens qui consomment. Donc, on pourrait envisager différentes choses en ce sens. Peut-être pour conclure cet aspect-là, du texte de Morozov que je trouve intéressant vers la fin, c'est la question, en fait, j'essaie de retrouver ce que je voulais dire avec lui. Oui, c'est ça. Ce qu'il va dire, en fait, c'est que pour lui, ultimement, il n'y a pas une seule façon de combiner ces différents systèmes de coordination sociale. C'est le rôle un peu de la gauche ou de la théorie critique de voir quelle serait la bonne combinaison de mécanismes. Puis là, je vais essayer de retrouver ça dans mon texte, la citation exacte ici. La citation qui va dire « Social coordination can be mediated by a whole ecology of mechanisms, including law, democratic deliberation, decentralized radical bureaucracy, and feedback control, as well as the price system. » Donc, lui, ce qu'il va dire, Morozov ne plaide pas en faveur d'un système de planification qui reposerait uniquement sur ce système. Il va dire qu'on pourrait peut-être envisager une forme d'écosystème où il y aurait certes de la planification, des mécanismes de rétroaction, des lois, évidemment, pour encadrer certaines choses, la délibération démocratique, des systèmes de prix, il pourrait y en avoir encore. Donc, ce ne serait pas un système qui serait mur à mur avec une seule logique, mais il pourrait utiliser une pluralité de mécanismes entre eux. Et c'est un peu l'approche que je vais privilégier pour la suite, puis je vais vous expliquer pourquoi. L'enjeu maintenant, c'est de considérer quel est le bon mix ou le bon dosage de différents mécanismes. Est-ce qu'il faut plus d'automatisation, plus de démocratie? Est-ce qu'il faut miser d'abord sur les lois, sur les mécanismes de rétroaction? C'est quoi les différentes combinaisons de ces différents mécanismes de coordination qu'on peut essayer de mettre en place? Puis là, maintenant, pour répondre à cette question-là, l'élément que je ramenais, c'est qu'on ne peut pas uniquement considérer le critère d'efficience économique. Donc, les critères d'efficience, ça, je pense que c'est un des critères qu'on doit avoir au moins, parce que si on fait un choix et que finalement, ça ne conduit pas du tout à aucune efficience économique, on est un petit peu dans la merde. Donc, il faut utiliser d'autres mécanismes, d'autres règles éthiques qui sont basées sur des principes, on pourrait dire, de respect des limites écologiques, de démocratie, de participation, où on pourrait combiner d'autres critères et voir après ça, peut-être au cas par cas, si dans un système économique, on pourrait utiliser, par exemple, la production pair à pair pour produire certaines choses, la planification pourrait être utilisée pour, disons, satisfaire les besoins sociaux du plus grand nombre. Et on pourrait utiliser peut-être des mécanismes de prix ou des systèmes de marché par rapport à d'autres types de biens. Mais là, il faudrait déterminer, en fait, quelle est la proportion de chaque mécanisme dans un système économique post-capitaliste. Peut-être que ça augmente la complexité de la chose, mais ça permettrait d'éviter d'autres problèmes que je vais exposer par la suite. Donc, l'élément ici que je voudrais amener avant de passer à la deuxième partie de la présentation, puis je vais essayer d'être plus court. Est-ce que c'est correct si je finis dans 5-10 minutes environ? Est-ce que c'est trop long peut-être par rapport à la présentation? Non, super. Donc, c'est de dire, en fait, l'hypothèse que je vais faire ici, c'est que dans la mesure où on serait capable de socialiser les moyens de production algorithmique, on serait capable de se réapproprier la production, la conception, l'usage d'algorithmes pour essayer de démocratiser notre économie et de construire une forme de socialisme qui serait écologique et démocratique, on ne peut pas se contenter simplement d'une réappropriation de cette infrastructure-là puis de mettre des modes de propriété collectifs par-dessus ensuite. Donc, je pense qu'il faut éviter le piège qui a été amené par les régimes soviétiques d'antan. Par exemple, Lénine disait qu'est-ce que le communisme? C'est l'électrification plus les soviets. Donc, l'idée, en fait, qu'on va prendre l'intelligence artificielle, on va mettre le revenu de base, puis des soviets, puis ça va bien aller. Un peu la solution accélérationniste. D'après moi, c'est un problème. Puis, il y a des problèmes au niveau de la démocratie, puis au niveau écologique également. Il y a aussi, par exemple, Trotsky qui disait dans une autre phrase célèbre, le taylorisme est une mauvaise chose sous le socialisme, en fait, sous le capitalisme, pardon, mais une bonne chose sous le socialisme. Donc, on pourrait reprendre quelque chose qui n'est pas vraiment utile, qui amène des problèmes dans le système capitaliste, on le replace dans un cadre socialiste, puis là, tout va bien. J'ai l'impression que c'est un peu la même logique qui peut être opérée avec les algorithmes. En fait, soit qu'on a cette vision non critique ou soit qu'on essaie de voir comment est-ce qu'un outil ou une technologie ou un système ou une infrastructure
peut être réapproprié, réinséré dans un autre système, mais ça va impliquer des changements importants par la suite. Donc, c'est ce que je voudrais amener dans la deuxième partie de la présentation. Les principaux enjeux qui se posent quand on va se dire qu'il faut avoir d'une façon ou d'une autre une forme de socialisation des moyens de production algorithmique ou, comme dirait Morozov, des infrastructures numériques de rétroaction, c'est que ça va poser des enjeux directement au niveau de la démocratie. Est-ce que c'est possible vraiment de démocratiser des algorithmes ou des infrastructures numériques du genre? D'une part, et il y a plusieurs arguments et objections qui pourraient dire non, ce n'est pas tout à fait possible. Donc, si on veut être vraiment démocratique, il faudrait se débarrasser de ça ou du moins peut-être essayer de les transformer de façon importante. Autre élément aussi, de considérer est-ce que cette infrastructure algorithmique est compatible avec les limites écologiques telles que nous les connaissons. Donc, il y a cet autre argument-là que je vais prendre vers la fin, puis en essayant de proposer différents moyens de socialiser cette infrastructure numérique et algorithmique, en essayant peut-être de voir en quoi ça serait compatible avec les limites écologiques et quels critères, réformes, limites on doit imposer à ce système pour éviter que ça soit encore inscrit dans une logique de croissance infinie. Pour prendre le premier argument au niveau de la démocratie, un des premiers problèmes qu'on voit déjà beaucoup dans le champ de dans le champ de ce qu'on appelle une éthique de l'intelligence artificielle, c'est le fait que les algorithmes d'apprentissage automatique, de deep learning, sont confrontés au problème de la boîte noire. Donc, c'est des choses, en fait, que quand vous allez, par exemple, entraîner un algorithme avec une pluralité de données, l'algorithme va produire un certain effet, mais vous ne serez pas capable, dans la plupart des cas, d'expliquer pourquoi l'algorithme est arrivé à tel résultat plutôt qu'un autre. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, dans ce champ-là, le problème d'une explicabilité. Et l'enjeu, en fait, que si, par exemple, un système d'intelligence artificielle décide si vous êtes embauché ou non par une entreprise, ce qui est déjà applicable dans certaines entreprises de Corée du Sud et des États-Unis, il y a des processus d'embauche automatisés. Si, par exemple, vous avez le droit d'avoir un prêt ou non, si vous avez, par exemple, droit à avoir accès à telle assurance, même si, par exemple, vous faites un diagnostic de cancer par rapport, par exemple, à un diagnostic avec une radiographie, comment vous savez si l'algorithme est arrivé à tel résultat plutôt qu'un autre, s'il se trompe? Et l'algorithme, en fait, c'est une boîte noire. Donc, il y a quand même un enjeu au niveau de rendre démocratique ce contenu des algorithmes qui est confronté à un problème technique et épistémologique assez important. Et c'est une première difficulté qu'on peut voir ici. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas aussi facile de démocratiser les algorithmes de deep learning puis de dire parfait, ça va être compréhensible, utilisable par n'importe qui, parce que même des gens qui sont experts, des informaticiens qui conçoivent ces algorithmes, ils voient que le résultat marche, mais ils ne savent pas pourquoi ça marche. Donc, ça, c'est un des premiers enjeux qu'on peut prendre en compte. L'autre enjeu qu'on peut voir, on pourrait dire, OK, parfait, peut-être que l'algorithme lui-même n'est pas entièrement démocratisable ou compréhensible. On peut les utiliser, voir s'ils sont efficaces ou non, mais on pourrait quand même essayer de démocratiser les différentes entreprises et organisations qui créent ces différents algorithmes. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir des entreprises comme Uber, Tesla, Facebook, Amazon, Apple, compagnie, qui produisent des algorithmes avec une série de brevets, avec une forme de secret industriel, avec des écosystèmes fermés pour essayer d'assurer leur avantage compétitif, on pourrait essayer de miser sur des systèmes d'innovation ouverte, des logiciels libres ou des algorithmes libres, favoriser les synergies, collaboration des universités, des coopératives, des administrations publiques pour essayer de faire en sorte que justement ceux qui conçoivent et qui utilisent ces algorithmes-là soient soumis à des processus de contrôle démocratique. Donc ça, c'est une des pistes qu'on peut envisager, puis d'après moi, c'est une voie à suivre. En même temps, il y a encore un enjeu qui est présent parce que déjà dans l'écosystème actuel de l'intelligence artificielle, la Silicon Valley compagnie, il y a comme un mix actuellement. Il y a beaucoup d'usage des communs numériques, de l'open source par les géants du numérique. Il y a encore plein d'innovations ouvertes. Il y a beaucoup de cours offerts en ligne gratuitement pour apprendre à programmer avec Python et autres programmes pour apprendre à faire de l'intelligence artificielle et à programmer ces différents algorithmes. Et il y a déjà une forme de synergie entre collaboration, compétition, des communs numériques, puis de l'appropriation marchande, qui font en sorte que même si on crée plus de collaboration, synergie, ça n'empêche pas le problème qu'il peut y avoir une appropriation privée de ces nouvelles technologies et qu'il peut y avoir différents usages qui peuvent en être faits qui est incompatible avec la démocratie. Donc, ce n'est pas pour dire que ça ne sert à rien de créer des communs numériques, des logiciels libres et autre chose, mais on ne peut pas faire que ça. Il faut quand même qu'on passe à démocratiser plus largement l'ensemble des entreprises, puis aussi, un autre élément important, l'usage des données personnelles. Donc, l'élément que je n'ai peut-être pas évoqué ici au début de la présentation, c'est que les algorithmes, comment ils fonctionnent, les algorithmes du deep learning,
c'est par des quantités massives de données qui permettent de les entraîner, de les optimiser et de les faire fonctionner par la suite. Donc, même si on démocratisait l'usage de plein d'algorithmes, et vous et moi pourrions avoir accès à ces différents algorithmes, si la concentration et le stockage de données est concentré dans quelques grandes entreprises, ou même au sein d'un grand gouvernement, il y a encore un problème parce que les algorithmes vont fonctionner d'abord et avant tout à partir de ces grands stocks de données personnelles. Donc, si on veut démocratiser les algorithmes, il faut aussi démocratiser le stockage de données et les mettre en commun. Et là, il y a des nouveaux travaux qui sont faits de plus en plus en ce sens-là. Puis il y a une petite fiche synthèse qui a été produite par le TIES que je pourrais vous produire sur les fiducies d'utilité sociale pour être un modèle peut-être de gestion collective des données personnelles. Qui fait en sorte que, par exemple, que l'ensemble de vos données personnelles ne serait pas basé sur un droit de propriété individuelle, que je pourrais, disons, essayer de monétiser par la suite mes données personnelles en les vendant à différentes entreprises. Ce serait plutôt des choses mises en commun. Et après ça, s'il y a des entreprises ou des gouvernements qui veulent faire usage de ça, il y aurait des critères éthiques stricts. Et ensuite, les entreprises, par exemple, les différentes entreprises GAFAM ou coopératives ou autres, devraient quand même payer l'usage de ces différentes données personnelles par la suite dans cette mise en commun-là. Donc, il y a des voies qui sont explorées par la suite, puis c'est une des choses qu'on doit prendre en considération d'après moi. Enfin, autre élément, même si on était capable de faire ça, même si on est capable, disons, de démocratiser l'ensemble des entreprises, d'avoir des fiducies d'utilité sociale pour les données, on est capable de démocratiser la production d'algorithmes, les rendre les plus transparents possibles, se pose encore la question, est-ce que ça va être utile pour planifier l'économie? Et là, c'est là qu'on arrive au dernier point. Et là, je vais dire que la combinaison de la planification algorithmique et la démocratie ne vont pas si bien ensemble. Ça peut bien fonctionner dans différents endroits. Puis là, je vais confronter en fait cette perspective-là à différents modèles d'économie post-capitaliste, tels qui sont un peu schématisés par la note de recherche qui a été coproduite par Frédéric Legault et Simon Tremblay-Pépin, et avec les différents schémas que je vais peut-être vous présenter ici. Donc, il y a le premier modèle. Je vais essayer de faire un petit partage d'écran ici. Ah, peut-être qu'on pourrait réactiver le partage d'écran, si c'est possible, Christophe, vu que je m'étais déconnecté avant. Un des premiers problèmes qu'on voit avec, par exemple, le modèle de Cockshott et Control sur leur système de planification centralisée, c'est que, disons, les différents algorithmes seraient principalement utilisés autour du bureau de planification centrale en jaune ici. Et on peut voir certes qu'il y aurait comme un input de démocratie à travers des comités citoyens, à travers l'usage du tirage au sort, mais grosso modo, quand même, la clé de voûte du système de planification serait quand même dirigée par un groupe d'individus et par des systèmes algorithmiques, en fait, qui seraient confrontés au problème de cette explicabilité que je vous ai dit, qui ferait quand même une certaine gestion assez technocratique de cette flux d'informations sur les capacités de production, sur les besoins des consommateurs, qui seraient renvoyés par la suite aux différentes entreprises à travers différents projets. Donc, c'est un système qui pourrait bien faire usage des différents algorithmes, mais qui resterait dans les grandes lignes assez peu démocratique. Donc, je ne vais pas aller très, très loin sur ceci, mais c'est pour dire, si on essaie d'implanter les algorithmes dans cette affaire-là, bien, le système peut-être va fonctionner encore, mais c'est un système de planification centralisé qui va avoir des bribes de démocratie, mais ça va être quand même un système quand même relativement bureaucratique, même s'il pourrait peut-être être plus efficace que d'autres systèmes dans le passé. Ensuite, si on prend le deuxième modèle de Albert et Hainold, de l'économie participaliste, l'enjeu ici, c'est qu'on voit qu'il y aurait plus de démocratie à la base. À gauche et à droite du système, il y a les conseils de producteurs, les conseils de consommateurs qui sont fédérés ensuite, qui envoient de l'information, on pourrait dire des différentes données. Et ici, encore une fois, la clé de voûte du système, le Iteration Facilitation Board, sera en quelque sorte cette interface algorithmique qui permettrait de calculer les inputs et outputs en fonction des préférences des groupes de consommateurs, des capacités de production et différents ajustements. Il y aurait certes beaucoup plus de discussions, de débats, de délibérations démocratiques sur ce qu'on peut produire et ce qu'on a envie de consommer, mais ultimement, cette interface entre les deux, qui est encore la clé de voûte qui permet de faire fonctionner l'ensemble des choses, serait quand même assez opaque, confronté au problème de cette explicabilité et en fait difficilement compatible avec le principe démocratique. On peut dire peut-être que c'est un mal pour un bien. On pourrait avoir un peu quand même
expertocratie à cette échelle-là avec les gens qui contrôlent ce board-là, mais ultimement, il y aurait de la démocratie ailleurs dans le système. Donc, il y a des gens qui pourraient soutenir cet argument-là. Mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu ici au niveau de la planification algorithmique, même si elle est décentralisée légèrement. Il y a quand même beaucoup de poids qui va reposer sur cette interface ici. Autre modèle de Levine et Adaman, ce système, en fait, comprend plus de lieux de discussion démocratique. Donc, il y a, par exemple, dans les unités de production, dans des corps de coordination négociée, les bureaux de planification, ça passe ensuite dans des chambres d'intérêt, l'Assemblée représentative, c'est adopté. On voit qu'il y a beaucoup de procédures démocratiques, beaucoup plus que dans les deux autres modèles, on pourrait dire. En même temps, l'usage d'algorithmes serait essentiellement utilisé encore autour de ce Planning Commission, donc cette commission de planification, qui serait en quelque sorte en charge d'élaborer des plans. Et ces plans, après ça, seraient soumis à des assemblées représentatives élues. L'enjeu ici, c'est qu'on pourrait envisager, et c'est le même problème, je pense, qu'on voit dans ce modèle que dans celui qui a été élaboré par Frédéric Legault, Arnaud Thuriot-Cloutier et Alain Savard dans leur livre d'écologie du 99 %. Le problème que je vois ici, c'est que si on regarde, par exemple, ce schéma-là ici, le comité de planification aurait quand même encore ce rôle-là important à jouer en termes de planification algorithmique, soumettre divers plans ou scénarios, mais ensuite, ces différents scénarios seraient en quelque sorte laissés non pas à la délibération démocratique des groupes concernés, mais plutôt à des rapports de force entre des membres de la société civile, des groupes sociaux qui pourraient dire oui, ce plan-là nous convient pas. Après ça serait voté dans une assemblée nationale que là, on vote pour des budgets pour des grands scénarios dans leur ensemble. Au niveau de la précision des différents éléments, ça ne peut pas être discuté uniquement en chambre, puis c'est soumis à des rapports de force en fonction des gens qui sont présents dans cet espace-là. Puis même si on soumet ça par le référendum, qui est une forme de contrôle démocratique ultimement, répondre par oui, par non, voulez-vous ce scénario-là, ça ne permet pas d'aller vraiment dans cette rétroaction fine entre ce qu'on a besoin à l'échelle individuelle, communautaire, ce qu'on peut produire dans telle entreprise. Donc, on est en train d'adopter des grands pans de plans en bloc, ce qui est en quelque sorte un système qui amène une certaine rigidité, on pourrait dire. Et la démocratie, si elle est présente, elle est quand même confrontée à ce filtre-là de la planification algorithmique dans le comité de planification, qui aurait quand même un grand pouvoir ici, et dont les décisions seraient confrontées encore avec le problème de cette explicabilité. Donc, je vais juste ici énumérer quelques difficultés de ces différents modèles. Ce pas des difficultés qui sont des objections que je dirais qui mettent un clou dans le cercueil de ces différents modèles, mais ça présente des problèmes. Et là, ce que je proposerais ici, peut-être comme guise de solution pour essayer de sortir de ces problèmes, c'est de dire, au lieu de miser sur un système économique post-capitaliste dont la clé de voûte serait la planification, on pourrait dire qu'il faudrait que dans un système post-capitaliste, il y ait de la planification dans certaines sphères, mais on pourrait utiliser une pluralité d'autres mécanismes par la suite. Comme ça, on ne serait pas obligé de mettre tous nos œufs dans le panier du filtre du bureau de planification pour établir des scénarios pour l'ensemble de la société sur tout ce qu'il faut produire. On pourrait, par exemple, décider qu'on veut soumettre à la planification algorithmique contrôlée de façon démocratique les besoins de base de la société tels que définis démocratiquement, mais il y aurait plein d'autres choses qui pourraient être produites par le mode de production pair à pair, avec le modèle Wikipédia, ou avec des imprimantes 3D, ou avec des choses qu'on produit chez nous, avec du troc et autre chose. Donc, avoir une sphère d'autonomie où on peut autoproduire nos propres choses. Il y aurait des choses produites en commun par un système de planification, mais ce n'est pas l'ensemble de l'économie qui passerait par ce filtre-là, ce qui ferait reposer beaucoup moins de poids à l'enjeu de la planification. Ce ne serait pas l'ensemble de l'économie qui serait planifiée de A à Z, même de façon démocratique et semi-automatisée. Ça serait plutôt par différents mécanismes de coordination. Mais ici, je ne dis pas comment est-ce qu'on ferait cette chose-là. Ça reste peut-être pour un autre exposé qui resterait à faire. Pour finir, dernier élément. Là, je vois que j'ai été beaucoup trop long. L'infrastructure de cette chose-là au niveau écologique. Chose à dire, les données personnelles, dans la configuration dans laquelle nous sommes, en fait, il y a une explosion de données personnelles et cette explosion-là, en fait, va que continuer dans le futur. Plus qu'on développe d'algorithmes, plus qu'on a besoin de données personnelles, plus que les données personnelles sont utiles pour être capable de prédire des choses, d'effectuer différentes tâches, transactions, plus qu'un incitatif à extraire davantage de ça, plus que l'incitatif à développer des algorithmes puissants qui ont besoin de données personnelles par la suite. Ce qui fait en sorte qu'on est pris dans un système de croissance où
la logique algorithmique a constamment besoin d'extraire davantage de données, de produire davantage d'algorithmes, et ça fait une boucle de rétroaction en ce sens. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend des ressources naturelles énormes pour produire tous ces différents appareils dont on a besoin. Et l'enjeu ici, c'est que si on garde cette même logique-là, on va être confronté assez rapidement aux limites écologiques qu'on est en train de dépasser, que ce soit tant dans la production de gaz à effet de serre ou ce soit par extraction de ressources naturelles et de terres rares, de ressources non renouvelables. L'élément à se souvenir ici, puis là, j'ai mis une citation dans le texte de Kate Crawford dans son livre A-Class of AI. Elle dit que l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste des algorithmes ou des systèmes de neurones artificiels qui font des calculs, c'est une infrastructure industrielle complexe qui prend en compte non seulement différents outils informatiques, mais des ressources naturelles, des énergies fossiles, du travail humain, des processus logistiques, des histoires, des normes, ce qui fait que vraiment, c'est une infrastructure planétaire. Et là, il y a la question qui se pose même dans une échelle, par exemple, où on ferait une forme de planification algorithmique. Elle repose ultimement sur une infrastructure industrielle planétaire qui est extrêmement lourde. Et là, maintenant, est-ce qu'on la garde comme telle? Est-ce qu'on décide de l'utiliser moins ou plus? Et quel impact ça va avoir si cette infrastructure continue à se déployer avec le temps? Plus qu'on va l'utiliser pour diriger notre économie, plus que cette infrastructure va être énergivore, elle va avoir besoin de passer par des mécanismes davantage sophistiqués, par plus de données à extraire, donc plus de consommation d'énergie et ainsi de suite. Donc, on se retrouve en quelque sorte pris un doigt dans l'engrenage. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, mais là, on est en train de produire des data centers plus écologiques avec des énergies renouvelables. Oui, certes, si on est plus éco-efficient, tant mieux, mais s'il y a plus de données personnelles extraits, qu'on construit davantage de data centers à travers le monde pour stocker toutes ces données-là, puis qu'on utilise encore plus d'algorithmes, il y a l'effet rebond qui fait en sorte qu'on fait juste repousser à plus tard, puis qu'il va y avoir même une augmentation de la consommation de données puis d'algorithmes par la suite. Donc, c'est pas. Puis ça, je pense que c'est le plus gros argument face à cette infrastructure algorithmique, c'est de dire, bien, elle n'est pas écologiquement soutenable telle qu'elle se développe actuellement. Donc, la seule solution à proposer, puis je vais conclure avec ça, c'est de dire qu'il faut inclure dans notre pensée d'une économie socialiste un principe d'auto-limitation écologique qui va prendre au sérieux le besoin d'une descente énergétique. Donc, le fait de dire qu'on va devoir produire et consommer moins d'énergie à long terme. Donc, on ne peut pas juste prendre les énergies sales et les remplacer par des énergies renouvelables. Il faut être capable de consommer moins d'énergie à la base, extraire moins de ressources naturelles, moins de mines, puis de minéraux, puis de terres rares dans les différents pays du Sud ou ici. Puis essayer de s'assurer justement qu'on fasse un usage assez sobre des technologies numériques. Mais là, si on dit ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas tout faire transiger nos informations puis nos interactions sociales constamment par le numérique comme on le fait là depuis la pandémie, puis avec la présentation orale ici. Donc, on doit, en quelque sorte, là, je prends un peu l'argument de la décroissance, il faut qu'on sorte quand même d'un imaginaire high-tech, on va juste développer davantage des belles technologies numériques, puis ça va nous sauver par la suite. Il faut voir comment, autant que possible, on soit capable de ne pas utiliser cette infrastructure numérique technologique lourde. Mais ensuite, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser du tout. On pourrait, encore une fois, comme je l'ai dit, utiliser de façon très parcimonieuse, très sectorielle, l'usage d'algorithmes par rapport à certains usages essentiels, qu'on considère comme étant essentiels d'un point de vue démocratique. Peut-être qu'on pourrait envisager la satisfaction de besoins de base à plus grande échelle, utiliser les algorithmes pour calculer ça, mais de miser sur l'autoproduction locale, sur beaucoup d'autres choses par la suite. Donc, si tout notre système économique est planifié, puis qu'on a besoin d'algorithmes pour bien planifier l'économie, ça va amener une grande pression sur les écosystèmes, sur le développement de cette infrastructure industrielle. Si on essaie de sortir de cette logique-là, il faut voir en quelque sorte comment on pourrait avoir une forme de démocratie, de système de démocratie économique décentralisé, où on se passe autant que possible de ces technologies algorithmiques, mais qu'on les utilise, on pourrait dire au cas par cas pour certains secteurs essentiels, puis on essaie de construire différents ordinateurs plus durables en enlevant l'obsolescence programmée, en faisant un usage plus intelligent des différentes ressources naturelles, puis en décidant de mesurer, bon, on décide de consommer plus ici de ressources naturelles puis d'énergie, mais en contrepartie, on gagne en efficacité dans tel secteur de l'économie, on est prêt à faire ce gain-là. Donc, je dirais d'y aller un cas par cas, mais de façon générale, de ne pas mettre tous nos œufs ni dans les algorithmes, ni dans la planification, qu'elle soit centralisée, décentralisée, parce que ça va avoir recours à beaucoup d'énergie, de données personnelles, de puissance de calcul pour tout faire fonctionner ça.
Donc, mon argument, c'est pas de dire qu'il ne faut plus de planification démocratique, puis on sort de ça. La planification démocratique, d'après moi, il faudrait qu'elle ne soit pas le cœur ou la clé de voûte du système post-capitaliste, qu'elle soit un des mécanismes existants. Et s'il y a des algorithmes qui sont utilisés, on pourrait les combiner dans d'autres usages, puis autant que possible, se sortir des algorithmes aussi pour faire autre chose directement par nous-mêmes à une échelle de proximité et autres. Pour ce qu'on ne peut pas faire dans une échelle de proximité, on peut les utiliser, mais encore là, il faut prendre en considération des critères de démocratie puis d'écologie par la suite. Donc, mon argument, puis le texte principal, je n'ai pas fini mon texte, vous pouvez voir avec le bout sur l'écologie. J'étais rendu ici, mais c'est un peu l'idée, donc inspiration de Morozov un peu, un système post-capitaliste qui fait un usage intelligent, parcimonieux, très sectoriel d'algorithmes, mais je crois qu'un système entièrement programmé par des algorithmes, même par des bureaux contrôlés de façon démocratique, pourrait amener des problèmes au niveau de la démocratie puis au niveau écologique. Donc, j'ai fini ma présentation. Désolé, ça a été beaucoup, beaucoup trop long, mais c'est ça. Merci, Jonathan. Oui, donc là, c'est sûr que je vais arrêter l'enregistrement.